L'été commence à peine et il est déjà chaud, très chaud, entre les tensions géopolitiques qui ne cessent d'augmenter, la dette américaine qui ne cesse de s'accroître et Jérôme Powell qui lui ne cesse de rester de marbre. Eh bien les investisseurs hésitent à payer encore et on les comprend. Alors, est-ce que les marchés vont pouvoir résister à la chaleur de l'été? C'est toute la question à laquelle nous allons tenter de répondre ensemble dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo bourse, trading et investissement qui s'intitulera cette semaine vers un été meurtrier, point d'interrogation. Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qu'il ne constitue en rien un conseil, que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me retrouver sur les différents réseaux sociaux, vous avez tout qui est affiché en bas de cet écran et vous pouvez bien entendu activer la clochette sur YouTube afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui veulent se former, vous avez plusieurs possibilités. Sur le site du podcast de la bourse.fr, vous pouvez rejoindre l'espace membre qui compte plus de 700 membres aujourd'hui. C'est un espace de formation continue gratuit qui va être grandement enrichi encore, notamment sur le mois d'août. En gros, dès que j'aurai un petit peu plus de temps, tout simplement, avec toutes les catégories, bourse, gestion privée, immobilier, crypto, matières premières, bref, il y a des modules pour vous former, tout ça est totalement gratuit. Et pour celles et ceux, bien sûr, qui veulent aller plus loin, nous avons nos formules d'accompagnement, MTT Trading Premium et MTT Découverte pour accéder à l'essentiel des marchés. Je rappelle que ces programmes sont accessibles sans engagement, donc voilà. Vous pouvez tester si vous le souhaitez un mois. Et si ça ne vous plaît pas, eh bien, vous pouvez faire machine arrière sans aucun problème. Je remercie bien entendu les partenaires qui m'accompagnent dans la création de tous ces contenus qui sont, vous le savez, hyper nombreux. Trade Republic, Urutia, gestion privée, Bitvavo, ProRealTime et enfin aucoffre.com. Donc je les remercie chaleureusement en espérant que à la rentrée, il y aura, c'est pas en espérant, c'est certainement encore beaucoup de contenus qui vont vous parvenir, encore plus de contenu gratuit. Mais avant cela, eh bien, je l'ai dit sur les réseaux, je vais prendre quelques jours de vacances, ce qui fait que, voilà, pour les prochaines semaines, vous me verrez certainement un petit peu moins. Alors bon, vous aurez peut-être pas énormément cette impression-là, puisque il y a pas mal de posts qui sont programmés, un peu pédagogiques, etc. Et puis bon, de toute façon, je suis obligé de surveiller quand même les marchés, mais voilà, je vais prendre certainement quelques jours de repos, donc c'est assez rare, mais ça va être le cas. Donc merci en tout cas pour cette année qui a été quand même, enfin cette première partie de l'année qui a été costaud. Et qui, voilà, avec la volatilité entre Trump, les droits de douane, les guerres, etc., c'est vrai que ça a été une année mouvementée et nerveusement, psychologiquement difficile, donc un peu de repos ne fera pas de mal. Dans quelques jours, vous me l'avez demandé, je vous ferai parvenir également via YouTube un tuto qui dure 4 minutes, je crois, sur comment on ouvre un compte chez Bitvavo, donc chez mon partenaire, hein, pour les crypto-monnaies.
Donc voilà, je vous le diffuserai, vous verrez, c'est très rapide. Je rappelle que bon, Bitvavo c'est un partenaire qui est vraiment au top en termes de sécurité, surtout de conformité. Bien sûr, les frais, service client en français, etc. On peut trader sur les graphiques, tous les types d'ordres sont accessibles. Bref, c'est un courtier vraiment très compétent pour les crypto-monnaies. Vous verrez, voilà, en 4 minutes, comment on ouvre un compte. C'est très facile. C'est un courtier néerlandais, hein, donc en plus c'est européen. C'est quand même très rassurant, si je puis dire. Et puis, vous aurez également, normalement, le 4 juillet, vous aurez une vidéo que j'ai enregistrée certainement 2-3 jours avant sur les US et notamment, très certainement, on verra, hein, c'est encore à affiner parce que j'ai une invitée surprise, mais ce sera certainement sur les 7 magnifiques. Donc on fera un focus sur les 7 magnifiques, un focus fondamental pour voir si c'est intéressant fondamentalement d'y investir et un focus également technique, voir si aussi techniquement c'est intéressant d'intervenir sur ces valeurs-là ou le cas échéant, les zones d'investissement qui peuvent être mises à profit dans le cadre d'un investissement de moyen ou de long terme. Voilà pour le programme en gros des 15 prochains jours sur la chaîne. On attaque donc avec désormais le programme du jour qui est un programme également très chargé. Donc nous aurons Renault, nous aurons Total Energy, Renault qui a fait pas mal d'actualité aussi, Total Energy qui résiste très bien, Air Liquide, Accor. On verra le secteur du luxe qui a beaucoup bougé dans un premier temps notamment avec Kering, mais ensuite il y a eu pas mal de replis, on le verra. Hermès, LVMH qui est en train de donner un signal plutôt négatif d'ailleurs. Sodexo, on parlera de Worldline, là aussi on a un signal négatif. Light On, bon voilà, une valeur sur laquelle on reviendra. Téléperformance décevante également. Morel Imprime qui se reprend. Alstom toujours en congestion. Ipsos, Pernod Ricard, Vetoquinol à suivre. Lectra, Veolia également. Vivendi, on parlera de Viridien qui a bien progressé. The Blockchain Group également. Rémi Cointreau, Virbac, Paro pour les drones. On parlera de Erame, on parlera de Nacon qui a bien poussé cette semaine. On en avait parlé la semaine dernière. SES également. Très belle config qui a bien poussé. Fugro qui est toujours en congestion. Valourec qui est en train un petit peu de casser par le haut, on verra. On parlera des États-Unis avec Salesforce qui est sur une belle zone intermédiaire. Quantum Computing, IMS également qui se reprend bien, qui a même bien progressé. En train de congestionner d'ailleurs de mémoire. AMD, Digital Turbine qui a bien progressé également, on en avait parlé. Coinbase, très belle semaine, et on fera le suivi de Nvidia avant de vous parler du titre à suivre, un titre belge, et bien évidemment avant de vous présenter le screener Trend Following. Donc voilà, on a un programme très chargé, mais comme d'habitude, avant d'attaquer les indices, dont on parlera bien sûr le CAC, le CAC Small, eh bien, on attaque tout d'abord avec le résumé de la semaine, donc résumé géopolitique, macroéconomique, etc. Il n'y aura pas de questions de la semaine, mais par contre, on commence bel et bien par le résumé économique. Donc, tout d'abord, toujours, on commence par, pour moi, ce qui est le socle de tout, quand même, au-delà des graphiques, hein, qu'on voit juste après, mais le socle, c'est d'abord la saisonnalité, c'est-à-dire voir un petit peu, dans le passé, où est-ce qu'on se situe, comment évoluent les marchés, etc. On le savait, on l'avait dit, juin est un mois historiquement compliqué. C'est vrai pour le CAC 40 sur les 10 dernières années, on voit pas mal de rouge, sur le CAC 40 classique, sur le CAC Small aussi, évidemment. Nous sommes le 20 juin, il reste une dernier tiers du mois de juin à terminer, mais voilà, pour le moment, c'est un mois de juin quand même globalement qui ressemble à ce qu'on a vu par le passé. Souvent, la saisonnalité, pas toujours, évidemment, ce sont des probabilités encore une fois, mais souvent quand même, la saisonnalité nous donne des indications sur ce qui peut potentiellement se passer, surtout en termes de comportement. Évidemment, il suffit d'un événement costaud pour pouvoir tout changer, mais globalement, quand même, on a des mois qui ressemblent. On a toujours, globalement, une surperformance du CAC Small, d'ailleurs, on le verra, le CAC Small qui, certes, il y a eu un repli, mais pour le moment, il est quand même très costaud, contrairement au CAC qui a eu des difficultés, notamment sur la séance d'hier, même si aujourd'hui, ça se reprend un petit peu. En termes de saisonnalité également, donc on le sait, le mois de juin est un mois moyen, le mois de juillet est un mois bien meilleur également sur le S&P 500. Sur le Nasdaq, c'est également vrai avec un mois de juin moyennement positif, mais un mois de juillet qui l'est beaucoup plus, c'est un des meilleurs mois d'ailleurs, hein.
sur le Nasdaq. Donc voilà, si on prend vraiment le détail indice par indice, eh bien vous allez retrouver le Dow Jones. Donc le Dow Jones, effectivement, vous le voyez, c'est un mois de juin qui est compliqué, mais la bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer, c'est que potentiellement, probablement, nous aurions voilà, fin de mois plus une bonne partie du mois de juillet qui serait, je l'espère, plus agréable à trader si on est à l'achat en tout cas. Mois de juin, voilà, on le voit sur des actes plus compliqués, mais derrière, on le voit également sur le mois de juillet, c'est bien meilleur. Donc voilà, cette partie-là, ça c'est aussi assez intéressant. Le DAX, lui, c'est similaire également. Voilà, on le voit, là, la fin de juin jusqu'à grosso modo jusqu'à mi-juillet, les 2 tiers de juillet, c'est plutôt pas mal. Et donc notre CAC 40 qui c'est moins vrai, c'est moins vrai pour le CAC. Le CAC est plutôt lui aussi, même le mois de juillet, plutôt en zigzag. C'est ce qui se passe historiquement. Nous allons être confrontés donc bien sûr à une fin juin avec beaucoup moins de publications. Hein. Petit à petit, nous arrivons donc à la dernière semaine du mois de juin, donc S25 et S26, donc très peu de publications. Mais bien entendu, ça va changer. Ça va changer à partir de mi-juillet puisque les publications vont être nombreuses. La semaine 29 notamment, 30 et surtout le pic à la semaine 31 avant d'avoir effectivement des mois d'août et début septembre beaucoup plus calmes. Voilà pour grosso modo le classique, hein, je puis dire, le récurrent, hein, si je puis dire également, avec la saisonnalité et les publications. Voilà ce qui va nous bercer. Mais ceci, bien entendu, est également... enfin, les marchés sont également portés par... bien entendu la politique et la géopolitique. Donc on l'a vu, cette année a été, enfin du moins ce premier semestre a été beaucoup marqué hein, par beaucoup de volatilité, provoquée, on le sait, par Trump, par les agences de notation, par également eh bien les tensions géopolitiques, Russie, Ukraine, Iran, Israël. Donc tout ça fait que, en effet, eh bien, il y a eu pas mal de volatilité sur les marchés et effectivement, ça a pu amener un certain nombre de creux, notamment celui du plus gros hein, du mois d'avril. Mais la chose qui a été quand même économiquement plutôt positive, c'est que bah, malgré les tensions, etc., l'inflation s'est quand même nettement calmée. On a atteint les objectifs, notamment en Europe, pas tout à fait encore aux États-Unis, mais on s'en rapproche. Le taux de chômage, certes, est pas extraordinaire, mais pour le moment, et à ce stade, il est maintenu. Pour combien de temps, ça, on le verra, mais pour le moment, il est maintenu. Et malgré tout ça, effectivement, la Fed, et notamment Jérôme Powell, reste inflexible. Donc, je vais simplement vous rappeler les faits, et ensuite, je vous donnerai potentiellement mon avis si il vous intéresse. La Réserve fédérale américaine a confirmé hier soir, alors en l'occurrence, c'était avant-hier soir, puisque j'ai fait les slides hier, le maintien de ces taux directeurs inchangés, donc c'était mercredi, fidèle à sa ligne de conduite actuelle, donc pas de reprise de la baisse des taux. Aux États-Unis, une décision, je dis bien aux États-Unis parce qu'en Europe c'est tout à fait différent, une décision sans surprise qui n'a guère secoué les marchés, quoique on l'a vu, il y a eu quand même un petit peu de prise de bénéfices. Malgré ce statu quo, certains indicateurs ont tout de même légèrement évolué, preuve que les anticipations continuent de jouer leur rôle. Pendant ce temps, à l'international, les États-Unis, on le sait, peinent à clarifier leur position face à la situation complexe en Iran. Évidemment, Trump, mais pas que Trump, hein, les États-Unis, de manière générale, sont à la fois inquiets pour également leur sécurité, c'est-à-dire la capacité de l'Iran à se doter de l'arme nucléaire. Donc, en même temps, ils veulent évidemment annihiler tous les espoirs de l'Iran de détenir la bombe nucléaire. On comprend bien évidemment pourquoi, pour les raisons de sécurité qu'on a évoquées. Mais en même temps, Trump, malgré tout ce qu'on dit à droite et à gauche, est peut-être fou, peut-être des comportements bizarres et tout ce qu'on veut, mais à mon sens, c'est plutôt un homme de paix. Et il l'a prouvé, notamment sur son premier mandat, c'est plutôt un homme
qui, pas toujours forcément très habile dans les négociations, encore que ça se discute, en tout cas dans la forme, mais en tout cas, son objectif, ça on peut pas lui reprocher quand même, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais son objectif c'est quand même toujours d'essayer d'arranger les choses. On l'a vu avec la Russie et l'Ukraine, on le voit maintenant avec Iran et Israël. Donc il cherche des compromis. Et donc il est tiraillé entre l'urgence de trouver un compromis et en même temps l'urgence de stopper l'Iran dans la quête nucléaire qui pourrait avoir des conséquences tout simplement immenses sur le reste du monde. Donc voilà pourquoi c'est très la situation aussi est complexe par rapport à ça. Est-ce que les négociations vont aboutir ou pas? Il peut y avoir aussi un gain de temps de par l'Iran qui essaye de gagner du temps pour pouvoir peut-être arriver à se doter définitivement de la bombe nucléaire. Donc voilà, on ne sait pas trop de toute manière, on ne sait pas trop à quel stade l'Iran en est par rapport à la bombe nucléaire. On ne sait pas à quel stade eh bien, les bombardements d'Israël sur effectivement tous les sites potentiels de fabrication d'armes nucléaires ont été dévastés. Donc voilà, ça c'est très difficile aussi à évaluer puisque bon, tout ça est fait sous terre, etc. Donc on ne sait pas vraiment quel est l'impact des bombardements là-dessus. Donc c'est une situation qui est évidemment complexe. Les services de renseignement américains sont là pour nous aider, du moins pour clarifier les choses. Et surtout les services de renseignement israéliens qui sont, évidemment, très compétents là-dessus. Donc, évidemment, ça c'est le plan géopolitique, mais sur le plan national, aux États-Unis, Trump s'agace. Trump s'agace parce que lui, il voit les difficultés de son pays s'accumuler, qu'il soit encore une fois sur son territoire, ces difficultés qu'elles soient sur son territoire ou qu'elles soient à l'international. Sur son territoire, il le voit, l'inflation a été largement réduite. Le chômage, on voit que, bon, il est stable, mais que ça, quand même, on a la sensation que ça peut à tout moment dégoupiller à la hausse. D'ailleurs, vous avez vu les projections en Europe et notamment en France, qui sont supérieures aux attentes. Et donc ça, évidemment, Trump le voit, ralentissement économique, etc. La dette qui ne cesse d'augmenter, les taux qui sont encore très hauts, et donc Trump s'agace parce que effectivement la Fed temporise. Et ça, c'est ce qui a un petit peu quelque part qui met le doute au marché actuellement. Et donc si la Réserve fédérale américaine a maintenu ses taux échangés pour la 4e fois, son ton s'est durci. Ça, c'est aussi quand même quelque chose qui a surpris un petit peu sur notamment le discours de Jérôme Powell, qui a dressé donc un tableau plus sombre de la conjoncture actuelle, prévision d'inflation. Donc lui, Jérôme Powell, en gros, il dit que l'inflation est quand même proche, que le chômage également est revu à la hausse, tandis que les perspectives de croissance sont revues à la baisse. Une posture qui a de nouveau fait bondir Donald Trump, dénonçant une Fed politisée et qualifiant Jérôme Powell de personne stupide, arguant qu'il n'y a, selon lui, pas d'inflation aux États-Unis. Alors, mon avis est celui-ci. Je vais essayer de donner un avis pas politique, mais on est obligé quand même de parler un petit peu de politique aux États-Unis parce que, et c'est la question qu'on m'a posée, et si je pouvais donner mon avis là-dessus, donc je vais le faire, c'est est-ce que Powell est politisé ? Est-ce que la décision prise par Jérôme Powell de ne pas réenclencher une baisse de taux est une décision objective, réfléchie, rationnelle, ou est-ce que quand même il n'y a pas un petit peu de politique là-dedans ? Si je suis tout à fait honnête, je pense qu'il y a un peu de politique là-dedans. Voilà, je pense que la décision de ne pas poursuivre la baisse des taux, ou de ne pas réenclencher une baisse des taux, pour moi, elle est un peu tirée par les cheveux parce que Jérôme Powell prend comme prétexte que les droits de douane, on ne sait pas les conséquences, que la guerre Israël-Iran, on ne sait pas les conséquences qu'il y aura sur les prix, je parle, sur une potentielle inflation, mais que ce soit pour les droits de douane ou que ce soit pour le pétrole, qui effectivement a augmenté, qui peut éventuellement continuer à monter, de toute façon, quoi qu'il en soit, pour moi, ce sera une inflation qui sera, pour le coup, vraiment, contrairement à ce qu'il avait dit il y a quelques années, il avait dit transitoire, mais il n'avait pas dit le temps, là je pense que ce sera transitoire, mais que ce sera très court.
Les droits de douane, si les droits de douane, admettons, il y a des droits de douane de 40% et que les marques et que les entreprises répercutent strictement ces droits de douane sur les prix, qu'est-ce que cela va enclencher? Alors oui, sur les prix directement, vous allez avoir une augmentation certes de 40%, mais le consommateur, lui, ne va pas pouvoir payer ces 40%. Donc, qu'est-ce que ça va provoquer? Ça va provoquer une baisse de la demande, et donc, provoquant une baisse de la demande, ça va provoquer une baisse des prix, soit parce que les entreprises vont, pour certaines qui sont là, vont fermer boutique, ça c'est une chose, donc potentiellement en récession, soit tout simplement les entreprises qui sont un peu plus solides, notamment les GAFAM, etc., vont réduire leurs marges, voilà, tout simplement. Et c'est la même chose pour le pétrole. Si demain vous avez un litre d'essence qui coûte 2,50 €, qu'est-ce que ça va provoquer? Ça va provoquer qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont fermer, ça va provoquer une récession, etc., etc. Donc la demande de pétrole va baisser, et donc votre prix du pétrole, in fine, va baisser aussi. Donc de toute manière, même une inflation temporaire va être récessive, quoi qu'il arrive. C'est la raison pour laquelle, à mon sens, les probabilités d'avoir une récession sont fortes, qu'il y ait de l'inflation ou pas. Et donc je pense que du coup il y a deux scénarios. C'est soit effectivement les taux sont gardés hauts trop longtemps, et c'est le cas pour moi actuellement aux États-Unis, les entreprises vont être prises là, et c'est même dangereux finalement pour l'économie américaine avec sa dette. Donc premier scénario. Soit finalement le deuxième scénario que Powell aurait pu prendre, c'est de dire bon allez, on fait une politique où finalement voilà, on baisse les taux, et là oui il y aurait eu effectivement potentiellement un peu d'inflation, mais j'en suis même pas sûr vu l'état économique. Et puis bon, franchement 25 points de base, c'est pas ça qui aurait provoqué une inflation monstre. Donc moi je pense que sincèrement je pense que oui, il y a un petit peu de politique là-dedans. Je pense que Powell se fait quand même un malin plaisir, si ça peut enquiquiner Trump, de le faire. Donc bon, voilà. Est-ce que c'est une bonne idée? Qu'est-ce que ça va coûter aux États-Unis in fine? Je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est que si récession il y a dans les mois à venir, le premier responsable, ce sera qui? Ce sera pas Powell, ce sera Trump. Et ça, Powell le sait. Donc voilà. Donc je pense que oui, en effet, il y a potentiellement un peu de politique aussi là-dedans. Et d'ailleurs, souvenez-vous, il y a quelques mois, Christine Lagarde avait été beaucoup critiquée lorsque elle, la première, avait enclenché la baisse de taux via la BCE. Elle avait été vivement critiquée. Nous ici, vous vous souvenez, au contraire, on l'avait félicitée. D'ailleurs, j'avais eu un échange avec, certains s'en souviennent, avec Marc Toiti qui avait critiqué Madame Lagarde, et moi j'avais dit que c'était faux, qu'il avait tort sur ce point-là, Marc, parce que effectivement, Madame Lagarde avait raison de pivoter, et même si ça avait été fait en anticipation par rapport aux États-Unis, c'était une bonne chose. Et d'ailleurs, on le voit, il y a certains pays européens, notamment en Suisse, où les taux sont aujourd'hui à 0. Donc on est revenu sur le monde d'avant, c'est ça qui est assez surprenant, là où on disait les taux ne reviendront jamais à ce que c'était avant Covid, etc. Comme on le disait ici même, on n'a pas le choix en fait. On est dans un monde où il n'y a plus de croissance, et probablement qu'il y en aura de moins en moins. Pourquoi? Parce que il y a des questions qui se posent également sur la natalité. On va peut-être, contrairement à ce que tout le monde disait, que la natalité allait continuer, etc., d'être importante, etc. Peut-être qu'on va avoir une réduction de la population mondiale, alors pas dans les 10 prochaines années, mais peut-être à terme. Et donc ça aussi, quel sera l'impact sur la croissance? Donc ça, ce sont des choses qui sont difficiles à appréhender, et la seule solution qu'on a trouvée aujourd'hui pour stimuler un semblant de croissance, c'est d'avoir des taux bas. Dans un monde endetté, dans un monde où il n'y a pas de croissance, la seule solution pour s'en sortir, c'est avoir une politique de taux bas. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle l'Europe en profite également beaucoup. C'est la raison pour laquelle, selon moi, les marchés européens sont plutôt quand même très résilients, puisqu'on l'a vu, l'IBEX, le DAX, l'indice portugais, l'indice italien, le FTSI, le FTSE, pardon, voilà, l'indice néerlandais, l'indice belge, et même le CAC, qui est toujours, malgré tout, positif, même si, effectivement, il a rendu un petit peu. Et je vais vous dire un truc, même quand on regarde les graphiques américains, le S&P 500, regardez-le en mensuel, bon, pour le moment, on est loin de l'affolement général. Est-ce que vous voyez un gros signal de retournement majeur mensuel? Non. Alors oui, on arrive sur des plus hauts,
hauts, donc des résistances, etc. Mais à ce stade, bon, il y a un petit peu de volatilité, ok, il y a des prises de bénéfices intermédiaires, ok, etc. Mais je vois tout le monde, encore une fois, bon, ça c'est depuis avril, tout le monde qui est short sur les marchés, et depuis, les marchés ou montent ou sont stables. Donc, on verra, même si c'est vrai qu'il y a eu des signes, on va le voir sur le CAC, qui sont un petit peu plus négatifs, notamment depuis la séance d'hier. Le Dow Jones, lui, certes, est moins fort, moins résilient que le S&P 500, mais bon, à ce stade, il y a des mèches hautes. Pour le moment, il n'y a pas véritablement de retournement. Le Nasdaq, c'est peut-être le plus fort, puisque lui, voilà, il est déjà revenu pratiquement sur ses plus hauts, et vous avez même des actifs plus risqués, puisqu'on a le Russell, qui est toujours sur une tendance haussière ici en mensuel, l'indice des petites capitalisations américaines. Alors lui, il a fait un rebond moins grand. Il faut dire que le Russell aussi est composé de 40% d'entreprises qui ne font pas de bénéfices, donc je pense que ça aussi, cela impacte beaucoup, contrairement au CAC Small notamment, où pour moi il y a des valeurs qui sont peut-être plus value, peut-être plus intéressantes, etc. Mais le Russell, lui, pour moi, a été moins fort dans le rebond par rapport aux autres indices, à cause notamment de ça. Et vous avez des actifs risqués, encore une fois, actifs risqués entre guillemets, hein, plus spéculatifs on va dire, comme notamment le Bitcoin qui, oui aussi, il y a un petit peu de volatilité, mais on va regarder la bougie du mois, je veux dire, c'est pas une énorme bougie pour le moment, et on est toujours sur les plus hauts, et malgré la volatilité sur le marché action, eh bien vous avez, globalement, vous avez quand même un Bitcoin qui est extrêmement résilient lui aussi. Donc voilà, ajouté à ça, bon évidemment, hein, on le sait que la courbe des taux a été inversée entre le 2 ans et le 10 ans, qui quasi systématiquement annonce une récession. On sait bien sûr que les taux sont également élevés, on sait également que les modèles d'inflation sont pour certains malheureusement pas positifs pour la suite, hein. Donc on sait que voilà, si on regarde les modèles de ce qui s'est passé précédemment, on peut avoir une inflation, une reprise de l'inflation. Voilà, on le voit également sur ce type de modèle. Donc voilà, on sait également, et c'est pour moi le principal indicateur, que eh bien, le taux de chômage aux États-Unis mensuel est toujours aux alentours des 4,2%. Tant qu'on reste sur les 4,5, voilà, quelque part, on maîtrise un petit peu tout ça, mais on sait également que c'est fragile. Donc, l'été sera chaud, c'est une certitude sur le plan géopolitique, mais moi, je pense que en réalité, et les conséquences de tout ça, finalement, auront lieu probablement à la rentrée. Voilà, je pense que septembre-octobre vont être des mois décisifs pour savoir vraiment dans quel état l'économie américaine se trouve, et potentiellement si une récession va se déclencher. Pour moi, si récession il y a, elle sera enclenchée au 3e trimestre de l'année 2025, par là. Donc pour moi, je pense encore une fois que la rentrée va être un moment clé pour les marchés. Je pense, pour tout vous dire, que là, oui, le mois de juin va être encore volatile. Je pense qu'au mois de juillet, on aura encore une fois à minima un rebond des marchés, et je pense qu'ensuite des difficultés réelles vont arriver sur les marchés jusqu'à potentiellement voilà, le dernier trimestre 2025. Tout ceci, on en parle régulièrement sur, vous le savez, la table des investisseurs. On a dépassé les 5000 abonnés, hein, 5200 je crois, quelque chose comme ça, aujourd'hui en 5 ou 6 mois, donc c'est absolument exceptionnel. Très fier bien sûr hein, de cette newsletter qui est 100% gratuite, sur laquelle vous pouvez bien sûr recopier un portefeuille modèle qui est le portefeuille Forteresse. Donc vous avez cette semaine une lettre exceptionnelle, et je pèse mes mots, exceptionnelle, la fameuse lettre institutionnelle, la lettre mensuelle écrite aux investisseurs par des professionnels. C'est un rapport de 44 ou 48 pages, je sais plus, qui va vous être fourni sur la bourse, la gestion privée, l'immobilier, les crypto-monnaies et les matières premières. Donc je vous conseille vivement, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner pour la recevoir gratuitement mercredi matin. Voilà, pour rappel, la table des investisseurs, c'est de l'économie, des stratégies, de la gestion privée, de l'IMO, et tout ça bien sûr pour le prix modeste de 0 €, puisque tout ceci est sponsorisé par les marques.
Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur tout ça. On passe donc, si vous le voulez bien maintenant, à l'aspect technique. Donc le CAC 40, nous en sommes ici. Donc le CAC 40 à ce stade, eh bien on est sur un graphique mensuel. Sur le graphique mensuel, bon, il y a des choses positives, il y a des choses négatives. La chose négative, bon, on verra effectivement à l'issue de ce mois de juin, hein, ce qu'il en est, mais la chose négative, c'est que pour le moment, on a une moyenne mobile à 10 mois qui est en train de passer rouge. Donc encore une fois, il faut attendre la fin du mois de juin pour en tirer un certain nombre de conclusions techniques, mais il est vrai que à ce stade, nous repassons sous la moyenne mobile à 10 mois. Donc ça, c'est plutôt négatif, voire très négatif, mais encore une fois, il va falloir attendre la fin du mois de juin. Sur les données hebdomadaire maintenant, c'est-à-dire le moyen terme, eh bien en effet, là pour le moment, on est en train de clôturer sous la moyenne mobile à 10 semaines. Ça aussi, c'est plutôt un signal négatif. Donc il va falloir repasser pour moi au-dessus pour pouvoir se remettre dans de bonnes dispositions. Donc à moyen terme, pour le moment, on va dire que c'est pas terrible. Et en données journalières, c'est moyen moins. Même si aujourd'hui on le voit, donc il est 11h hein, au moment où j'enregistre cette vidéo, donc pour le moment, effectivement, on s'est fait peur sur la séance d'hier et on tente, ça c'est plutôt positif, tout de suite, il y a une contre-offensive des acheteurs pour tenter de repasser au-dessus des 7600 points. D'ailleurs on est à 7614 aujourd'hui. Moi je vous l'ai dit tout le long de ces dernières semaines, pour moi, ça, c'est une figure intermédiaire de continuation pour ce mouvement-là. Donc l'idée, c'est de faire ça. Voilà. Ça, c'est le scénario numéro 1. Mais ce que je vous ai dit également, c'est que ce scénario-là, pour moi, était caduque à partir du moment où on s'installait sous les 7600. Les 7600, c'est tout simple, c'est le trait noir. Donc, la réalité, c'est que hier, on a gapé sous MM200, sous les 7600, et on a fait une grosse mèche, qui a fini d'ailleurs au plus bas, pour moi, est rachetée. Donc pour moi, à ce stade, bon là on est pile sur les 7600, voilà, pour le coup, on est à un moment clé, mais pour moi, la réponse, on va la voir, alors soit sur la séance d'aujourd'hui, soit sur la séance de lundi, c'est est-ce qu'on va avoir la capacité tout de suite de réintégrer. Et là, on se dira, ok, ça c'est une prise de liquidité, on est allé chercher les stops que tout le monde avait mis là sous les 7550, et derrière le marché en a profité pour aller chercher des liquidités et repartir à la hausse. Donc c'est ça que je veux voir moi en fait, tout de suite, très rapidement, est-ce que le marché cet après-midi et lundi va avoir la capacité de réintégrer tout ça. Premier élément. Deuxième élément, la capacité du marché, évidemment, à reconquérir la moyenne mobile à 10 jours. Se réinstaller par là, c'est-à-dire repasser au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours, là, qui est en noir, repasser au-dessus, se réinstaller au-dessus, congestionner au-dessus, construire au-dessus, et ensuite, paf, breaker par le haut, breaker l'oblique, reconstruire au-dessus de l'oblique, revenir ici aux alentours des 7800, etc., etc., etc. Voilà ce que je veux dans les 15 prochains jours. A contrario, c'est très simple. À partir du moment où on repasse sous les 7555, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que tout ceci-là était une belle construction qui s'est achevée par un échec des acheteurs, un pullback ici, une construction, réduction de volatilité, et derrière, on repart vers le sud. Et si on repart vers le sud, alors là, oui, c'est inquiétant, parce que, effectivement, les supports sont assez éloignés, et le support que tout le monde connaît, vous le savez. Alors il y en a deux, il y a un support intermédiaire qui est ici, là, en pointillé, oblique, donc celui-là, hein, ce sera aux alentours des 7100, mais surtout le gros, c'est celui qu'on avait acheté au mois d'avril, aux alentours, enfin sous les 6800 points. Ok, et donc là, ben, le fameux scénario qu'on a de moyen terme, de long terme même, ce scénario de range, encore une fois, il aura été vérifié, etc., etc., et ça pourra durer encore longtemps. C'est mon scénario principal de long terme. Le seul truc que j'espérais, moi, que j'espère toujours d'ailleurs, ça n'a pas changé, c'est que dans ce scénario intermédiaire, de ce scénario long terme de range, on ait un scénario intermédiaire en allant chercher un nouveau plus haut, en prenant éventuellement des liquidités, en repartant à la baisse, etc., etc. Donc nous, ce qu'on cherchait, c'était ce mouvement-là. Pour le moment, on va dire que c'est légèrement dégradé.
Ok? Bon, voilà pour le CAC. Le CAC Small. Bon, le CAC Small, lui, il est quand même vachement résilient. Hein. D'ailleurs, regardez le rebond aujourd'hui, hein, plus 1,58%. Et ce que je vous disais la semaine dernière, c'était qu'il fallait observer la structure. Est-ce que la structure allait être une structure comme ça avait été ici, un biseau ascendant, et donc le biseau ascendant avait fini par une cassure par le bas, perte de momentum. Ici, biseau ascendant, cassure par le bas, perte de momentum. Mais ici, là, ce que je vois là, c'est pas un biseau descendant. C'est au contraire plutôt c'est pas un biseau ascendant, pardon. C'est au contraire un biseau plutôt descendant. C'est-à-dire plutôt une structure comme ça. Une structure corrective, donc une structure de continuation. Donc ça, c'est quand même pas mal, parce que là, eh ben, mine de rien, on commence à avoir un certain nombre de supports et de résistances qui peuvent nous permettre de tracer, qui peuvent nous permettre d'anticiper la figure que le marché veut bien nous montrer. C'est pas fait, il va falloir se débarrasser de l'oblique en rouge, il va falloir tenir évidemment cette première zone des 12006, tant qu'on est au-dessus des 12006, on peut même être un petit peu plus large, hein. Bon, évidemment, hein, c'est pas toujours si précis, mais tant qu'on est au-dessus de cette zone-là, des 12005, allez, faisons un chiffre rond, tant qu'on est au-dessus des 12500 points, je considère que cette figure-là est plutôt une figure de continuation pour de la hausse. Tout ceci remis en question, dans un premier temps sous les 12 500 points, et surtout dans un deuxième temps sous les 12 000, où là on se dira, oula, ça pue, c'est vraiment un gros retournement qui est en train de se passer. Mais c'est pas encore toujours mon scénario privilégié sur le CAC Small. Ok les amis, allez, on passe aux actions. Je vais retrouver ma liste, la voici, la voilà. Donc, dans tout cela, on a évidemment Renault qui a pesé hein, cette semaine, avec notamment le départ de son président, de son PDG, et qui d'ailleurs devrait aller chez Kering, dans le cas de Méo. Donc bon, voilà. Bon, j'ai pas grand chose à vous dire, si ce n'est que, bon, effectivement, pour moi, hein, on était sur une zone de résistance, on revient potentiellement, voilà, on revient potentiellement. Moi, vous le savez, on l'avait tracé déjà. Hein, moi, j'attends cette zone-là. Donc, elle sera peut-être un peu avant du coup, mais c'est cette zone-là qui m'intéresse. Donc, la zone des 35 €. Pour un investisseur, pour moi, c'est plutôt là. Voilà, c'est plutôt là qu'il faut aller sur Renault. Première zone ici, et la deuxième zone, elle est là, aux alentours des 22, enfin sous 25 quoi, entre 20 et 25. Donc cette zone-là, voilà, si on y va, peut être une zone où il faudra regarder un petit peu la réaction du marché. On voit quand même que sur la moyenne mobile à 200 jours, hein, à 200 semaines, pardon, on a eu quand même des supports, donc cette zone-là peut être aussi une zone de support, mais je serais gourmand quand même, je serais gourmand pour jouer Renault, surtout que bon, c'est quand même un secteur quand même un peu difficile depuis quelques années, mais voilà, sous les 35, voir un petit peu la réaction. En termes de trading, il n'y a rien à faire, à part en intraday pour jouer des rebonds, et encore, ils ont été timides. Moi, j'en ai joué, mais sans réussite. Donc, à ce stade, globalement, il faut, à mon sens, être patient. Celle dont on parlait pas mal pour du rebond, bah, c'était Total Energy. Et Total Energy, elle a bien rebondi. On en a pas mal parlé dans la congestion. On a fait un mouvement quand même assez sympa. Elle résiste très très bien. Mais là, voilà, on a une prise de bénéfice logique avec petit pullback probable. Et on a la figure intermédiaire. Alors, tant qu'on tient les 53 €, 52 €, 50, peu importe, pour moi, c'est de l'achat. C'est de l'achat pour aller retrouver ce niveau ici de résistance, qui sera pour moi le TP. Le premier TP en tout cas. Voilà. Est-ce qu'on va y aller, etc. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça va dépendre aussi du contexte, hein, bien sûr, hein, géopolitique. Mais en tout cas, c'est ce que potentiellement on peut faire. On réintègre, on repasse sous les 53 €, 52 €, 50. Pour moi, là du coup, il faudra faire attention. Ça voudra dire très certainement que ça se détend sur le contexte aussi géopolitique. Et donc là, on aura très certainement un nouveau plus bas qu'il faudra éventuellement payer pour acheter. Ça, c'est plutôt pour les investisseurs. Vous voyez, à chaque nouveau plus bas, à proximité de la trend, ici, vous avez potentiellement une zone d'achat qui peut être intéressante. La contre-tendance, hein, c'est la contre-tendance, mais c'en est une. Pour moi, en moyen terme, on évolue dans une structure corrective
C'est-à-dire, on a eu le push ici, on a la correction ici, qui peut durer, qui peut s'arrêter là, comme elle peut durer jusqu'ici. Mais l'objectif de cette structure corrective, c'est aussi, derrière, pour moi, de la hausse. D'accord? Donc, voilà un petit peu, c'est la raison pour laquelle, là, dans une structure corrective, on cherche plutôt à acheter chaque nouveau plus bas pour vouer un mouvement haussier par la suite. Ok? Air Liquide. Je sais pas trop quoi vous dire sur Air Liquide parce que pour moi c'est plutôt, ça va pas faire plaisir, mais c'est plutôt négatif. C'est-à-dire que pour moi, alors déjà plutôt négatif à court terme, hein, je parle. Long terme, il suffit de regarder le graphique pour bien s'apercevoir que c'est un graphique magnifique. Moi je suis toujours, bon là on a accumulé point haut et là on a une petite bougie rouge, etc. Bon voilà, mais pour moi investisseur c'est sur repli, bas de canal pour éventuellement jouer le haut de canal. Donc pour moi trader c'était éventuellement jouer la cassure ici des 187 pour aller chercher un nouveau plus haut. Donc là pour le moment c'est un échec. Investisseur c'est plutôt sur repli dans cette zone là. Ok, donc voilà grosso modo ce que je voulais vous dire pour Air Liquide. Accor, donc Accor, c'est un graphique qui est assez intéressant, mais le graphique le plus intéressant, c'est le graphique long terme. Pour moi, le graphique long terme, on est sur quelque chose comme ça, c'est-à-dire plutôt, voilà, une tendance, on va dire globalement haussière, d'accord, plutôt un canal légèrement haussier, et c'est plutôt quelque chose qu'on va acheter éventuellement milieu de canal, voire bas de canal, et on va éventuellement alléger ici, d'accord. Donc, éventuellement sur repli ici, première zone, ou sur repli ici, deuxième zone. Et les zones de vente, c'est plutôt sur la partie supérieure, donc du canal. Ça, c'est pour les investisseurs. Pour les traders, je vois rien du tout pour les traders voilà, de très précis. Il n'y a pas de signal de retournement. On est sous M10 qui est baissière. Donc voilà, tant qu'on ne repassera pas au-dessus de la M10, qu'on ne construira pas voilà, une petite congestion, quelque chose pour jouer la continuation, de mon propre avis, il n'y a pas grand chose à faire, d'autant plus qu'encore une fois, on n'est pas sur une zone long terme de très très grande importance pour les investisseurs. Voilà. Et en plus, pour de l'intraday, c'est pas une valeur très très volatile, donc c'est pas forcément une valeur avec laquelle on peut jouer des décalages comme ça intéressants à très court terme. Bon, on est obligé, si on parle du CAC, on est obligé bien sûr de parler du luxe, parce que c'est le luxe qui va aussi beaucoup driver le CAC 40, et si le luxe a du mal aussi ces derniers jours, c'est aussi parce que, si le CAC a beaucoup de mal ces derniers jours, c'est aussi parce que le luxe a du mal aussi. Et il n'y a qu'à voir Hermès. Hermès, on en a beaucoup parlé, pour moi c'est de la structure corrective, il n'y a pas grand chose à faire, c'est plutôt ici ce qu'on appelle un expanding flat pour ceux qui font un petit peu de structure chartiste, et un expanding flat, en général, c'est plutôt une figure de retournement. Ça peut casser par le haut, et en général, c'est une énorme... C'est des figures qui sont assez rares, hein. Ce sont des entonnoirs inversés. Donc en général, ça finit par une structure... une cassure par le bas, voilà, bon, c'est généralement une paire de monnaie. Donc attention à ce genre de structure-là. Donc pour Hermès, c'est vrai. Pour LVMH, évidemment, tout le monde connaît le graphique, c'est le graphique qui est un des graphiques qui est les plus vus sur les réseaux sociaux, mais en même temps, c'est logique parce que c'est une des plus belles entreprises françaises et puis elle a un impact direct sur le CAC 40. Bon, en mensuel, il n'y a absolument rien à faire à ce stade. En hebdo, bien, pour le moment, on a bien brisé ici, on s'est arrêté, donc il y avait des acheteurs qui étaient ici. Pour le moment, voilà, pour le moment, c'est plutôt pas terrible. Et en journalier, moi j'avais publié cette semaine la congestion en vous disant, voilà, la congestion quand même, elle est à suivre. Et il faudra repasser au-dessus des 84 € pour pouvoir enclencher un retournement un petit peu plus intéressant, un petit peu plus profond sur LVMH. Et finalement, là aussi, un petit peu à l'image du CAC, sur une structure différente, quoique elle ressemble un petit peu à la structure, mais on casse par le bas. On casse par le bas, donc là, attention, tant que vous n'arriverez pas, déjà, juste pour rattraper et sauver les meubles, tant que vous ne repasserez pas au-dessus, ici, de ce niveau-là, c'est-à-dire au-dessus des 465, il faut rester très vigilant. Ce qui m'inquiète en fait le plus sur LVMH, c'est que pour moi, la zone de support de long terme,
Voilà quoi. Vous voyez cette moyenne mobile à 200 mois, qui avait fait support ici en 2009, pour moi, c'est ce que le marché va viser. Donc ça voudrait dire potentiellement, il faut voir le rythme sur lequel on va descendre, hein. Ce sera peut-être pas aussi rapide que ça, mais voilà, si on fait une projection, hein, ça veut dire grosso modo les 300, 330, 350 euros. Et ça veut dire grosso modo toute cette zone ici, quoi. Et ça a du sens, parce que c'est les plus bas ici de 2020, c'est les plus hauts ici de 2018, donc toute cette zone-là peut être la zone sur laquelle, effectivement, LVMH se dirige. Alors, tout le monde va me dire c'est pas possible, etc. Ça ferait un PER de 12 ou de 13, mais un PER de 12 ou de 13, les amis, c'est un PER classique, hein, pour une valeur qui fait plus beaucoup de croissance, hein. Vous savez, je dirais, c'est même pas sous-valorisé, hein. C'est qu'on s'est habitué, dans un monde, encore une fois, avec beaucoup de liquidité, on s'est habitué à des PER très élevés, mais un PER de 12-13, pour une valeur qui fait peu de croissance, désormais, c'est pas déconnant, hein. C'est pas du tout déconnant. Donc voilà, à ce stade, malheureusement, j'ai pas de signal de retournement. Voilà, encore une fois, à court terme, la congestion, on espérait une sortie par le haut pour pouvoir jouer à minima du rebond, revenir sur les 538, etc. Mais on voit que toutes les congestions, dans la baisse, elles cassent par le bas, elles cassent par le bas, elles cassent par le bas. Donc preuve que pour le moment, on n'a pas des acheteurs qui sont présents. Jusqu'au jour où ce type de congestion arrivera. Donc là, vous avez continuation, congestion, cassure par le bas, congestion, cassure par là, et puis un jour, vous allez avoir une congestion, vous allez avoir une première cassure par le haut, un pullback, une nouvelle congestion, et puis ensuite, vous allez démarrer une nouvelle tendance. Mais à ce stade, on n'en est pas encore ici. Donc on verra, ça peut changer, les choses évoluent, hein. Les graphiques, c'est le gros intérêt, hein, c'est que les choses évoluent. Bon, Kering, évidemment, a fait un gap à l'os, elle a gagné 12 ou 13%, elle a fait notre petite cassure, et puis derrière, réintégration. Donc ça, alors pour moi, on est toujours dans la figure. Du coup, la figure a un petit peu changé, puisque du coup, hop, c'est la zone désormais horizontale qui fait foi. Donc c'est désormais une résistance horizontale, donc c'est assez clair désormais. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 195, pour le moment, on ne retourne pas la tendance. Mais, pour Kering, en tout cas, voilà, pour Kering, bah pour le moment, on est toujours dans la figure de congestion. Donc là aussi, il y a deux scénarios possibles. Soit on casse par le haut, on arrive à congestionner et on relance une tendance. Soit cette congestion-là, elle casse par le bas, on fait une congestion là, et là, direction... très certainement, voilà, les plus bas ici de 2015. Et donc là, ça ferait extrêmement mal. Ça aussi, c'est clair que ça va guider clairement le CAC 40 pour la suite. Bon, voilà pour le luxe. C'est pas réjouissant pour RMS, c'est pour LVMH. C'est un petit peu mieux. Légèrement pour Kering. Hein. Sodexo, qui est une valeur intéressante et qui va arriver petit à petit, pour ça je vous la montre en mensuel, voilà, qui va arriver petit à petit sur potentiellement une zone intéressante. Donc il y a cette première zone, et il y a trois zones intéressantes que j'ai relevées. Hein. Donc il y a la zone entre 42 et 50, il y a la zone entre 25 et 29, et la zone entre 14 et 18, qui sont des zones intéressantes pour celles et ceux qui veulent accumuler éventuellement un peu de Sodexo. C'est une valorisation qui est raisonnable. Ça, c'est pour l'investisseur moyen-long terme, même plutôt long terme. Pour le trader, à ce stade, je vois pas, voilà, il y a une grosse bougie rouge mensuelle. Il n'y a pas du tout de signal de retournement encore, donc c'est plutôt globalement de la patience. Celle qui ne cesse de nous décevoir, c'est bien évidemment Worldline. Donc Worldline qui ne cesse de casser par le bas pour le moment, effectivement. Donc Worldline qui ne cesse de casser par le bas. Hop, 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 hop. Donc tout ça, évidemment, on peut virer. Donc nouvelle cassure par le bas. Tant qu'on ne réintègre pas les 4,75 à court terme, c'est évidemment très négatif. Et à moyen terme, pour moi, on est toujours dans ce biseau descendant. Donc voilà, en gros, le merdier, si je puis dire, dans lequel on évolue sur Worldline. Donc voilà, maintenant c'est toujours une action intéressante à trader en intraday, hein, parce que c'est une action qui a beaucoup de volatilité. Mais en tout cas, pour du moyen terme, pour le moment, il n'y a rien du tout. On le voit, regardez encore une fois la moyenne mobile à 200 jours, etc. Donc tant que en daily, on ne repasse pas au-dessus de cet oblique en rouge, il n'y a pas grand-chose à en tirer en swing trading. Investissement, voilà, c'est difficile, évidemment, hein, on peut avoir des convictions, mais
À ce stade, en tout cas, moi, je toucherai pas, y compris à long terme. Voilà, à part vraiment d'avoir une énorme conviction et une toute petite taille de position, mais sinon, je ferai gaffe. Bon, celle qui a beaucoup déçu cette semaine, c'est Lite-On. Donc Lite-On, souvenez-vous, hein, donc j'ai reçu tellement de critiques au début de l'année 2025, puisque lorsqu'elle avait été introduite, en fait, pour refaire un petit peu l'antériorité, c'est une valeur qui a été introduite ici au mois de novembre, et il y avait beaucoup eu de spéculation. Et puis, elle était retombée, etc. Et j'avais dit, à ce moment-là, c'est logique qu'elle retombe, parce que la valorisation était beaucoup trop élevée, hein, le prix d'introduction était trop élevé, c'était un peu un attrape-couillon, etc. Et puis, c'est vrai que pour du trading, elle avait fait de belles choses par la suite, et notamment sur le début de l'année 2025, il y avait eu des constructions qui étaient sympas pour du trading, avec des cassures, etc. Mais c'était du trading. Voilà, c'est ce que je disais. Et lorsqu'elle était, notamment début février ici, voilà, évidemment, hein, on me disait, regarde, t'as eu tort, blablabli, blablabla, etc., etc. Regarde, on va casser le plus haut historique, l'intelligence artificielle, blablabla, c'est l'avenir, etc. Ce qui est certainement vrai, encore faut-il que la société, elle, soit une société d'avenir, hein, c'est pas forcément le cas pour Lite-On, bon, à voir, en tout cas, aujourd'hui au moment où on se parle. Et puis, depuis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Lite-On, elle a perdu 67% de sa valeur. Bon. Donc voilà, et on a fait un nouveau plus bas. Donc, moi, je redis ce que je disais, même sur les 10 euros, ça reste un niveau de valorisation élevé, et pour moi, c'est encore trop cher pour de l'investissement. Maintenant, ça veut pas dire qu'on ne peut pas le trader. La problématique, c'est que certaines personnes, heureusement c'est une toute petite minorité, hein, et je sais que la plupart d'entre vous qui m'écoutez depuis des années, vous savez très bien ce que je vais vous expliquer. C'est que c'est pas parce qu'on trade une action qu'on est convaincu de cette action à long terme. C'est pas parce que vous allez jouer une cassure sur Lite-On ici pour aller jouer un décalage de 20, de 30%, de 40% que vous croyez que Lite-On c'est l'action du siècle et qu'il faut investir toute son épargne là-dedans. Hein. D'accord il ne faut pas confondre l'investisseur et le trader. Des fois, ils sont confondus à juste titre, mais des fois, ils n'ont pas à l'être. Donc voilà, là, hier, il y a eu un excès baissier, donc sur le salon, nous, il y en a certains qui l'ont joué en intraday pour jouer le rebond, mais l'idée, c'est de jouer du rebond technique, c'est tout. C'est pas de jouer... voilà, c'est pas de jouer forcément un truc qu'on va garder en portefeuille pendant 30 ans. Voilà, sauf si les fondamentaux changent, et que, voilà, bon, on n'y est pas encore, ok? Donc là, on n'y a pas grand-chose à dire. Tant qu'on réintègre pas, à minima, on réintègre pas ce niveau-là, c'est-à-dire les 11 euros, et qu'on construit pas au-dessus, ben pour moi, même pour du trading, il n'y a rien à faire. Donc pour de l'investisseur, non. Pour du trading, pour le moment, non. Sauf éventuellement en intraday pour des excès baissiers. Mais bon, il y a du spread, etc. Donc il faut parfois faire attention. Hein. Voilà. Ok. Ah, une autre qui nous a déçus. Téléperformance. Téléperformance toujours en difficulté. On revient sur le bas en hebdo. C'est le graphique hebdo qui est intéressant. Voilà. Donc, on disait quoi? On disait, voilà, j'enlève mes petites alertes, j'enlève tout ça, voilà. On disait téléperformance, canal baissier, première construction, cassure, deuxième construction. Et pour le moment, la semaine dernière, je vous disais, c'est pas mal parce qu'on se remet sur le haut de la figure. Donc, les espoirs de venir breaker et le signal au-dessus des 101 pourraient être donnés. Et malheureusement, cette semaine, eh ben, on reteste le support. Donc là, c'est un moment très important pour Téléperformance. C'est pas mort, encore, c'est pas mort pour Téléperformance. Pour moi, ce sera très difficile si on casse les 70 à la baisse. Mais pour le moment, on se fait peur et on revient tester ici la zone. Donc là, il faut absolument, la semaine prochaine, qu'il y ait une réaction acheteuse là-dedans. Absolument. Pour jouer un retour dans cette zone ici. Donc il faut absolument une réaction acheteuse sur Téléperformance la semaine prochaine. Voilà. Si vous voyez que la semaine prochaine, ça continue à se dégrader, ça commence à péter les 73, les 72, les 71, faites très attention, parce que derrière, si ça lâche, on peut avoir, là, pour le coup, un véritable sell-off, et revenir peut-être même sur les plus hauts ici de 2000, c'est-à-dire les 53 euros, etc. On n'y est pas encore, pas anticiper les cassures de support, mais ça peut arriver,
D'accord? Donc, voir si, encore une fois, cette semaine, vous avez une réaction qui est intéressante. Morel Prom, donc beau rebond, Morel Prom, qui fait un pullback là aussi sur, hop là, sur, voilà, toujours cette traîne qui avait été cassée. Nous, on en a un petit peu sur le salon. On a joué le, voilà, on a joué, hop, la cassure ici. Donc plutôt pas mal. Voilà, donc d'ailleurs sorti ce matin. Donc voilà, plutôt pas mal. L'objectif c'était ça, hein, c'était MM200, moi que je visais. Pour ça que là, pour le moment, on a été agressif sur la remontée du stop. Mais voilà, on a fait le rebond technique, plus que plus, d'accord. Maintenant, est-ce que ça peut continuer? Je ne sais pas. Ce qu'il va falloir surveiller, bien entendu, c'est la mise en place de la congestion. Pour moi, encore une fois, le TP a été atteint. Maintenant, ce qu'on veut, c'est la figure de congestion. Et si figure de congestion il y a, nouvelle prise de position pour pouvoir aller chercher, pour le coup, plus qu'un rebond. C'est-à-dire potentiellement ici un comblement de ce gap-là. Et même un petit peu plus si affinité. Voilà pour Morel et Prom. Alstom. Toujours également, je vous montre le graphique journalier. Toujours dans l'attente. Voilà. C'est la zone que je vise ici. Donc on va voir. Je cherche la cassure de ce bas-là des 17,88 €. Et si on a la cassure de ce bas-là, éventuellement, un signal de retournement par là. Il faut qu'on ait le signal. Il ne faut pas acheter à l'aveugle. Signal de retournement pour vous dans un premier temps l'objectif de revenir sur l'oblique. Et dans un deuxième temps, l'objectif de revenir sur ce niveau-là. Voilà ce qu'on joue. Pour le moment, j'ai absolument rien. Si ce n'est, ouais, on va dire un petit biseau descendant, éventuellement. Bon, il faut des regarder à court terme, mais c'est pas l'objectif de la vidéo. Mais voilà, voilà. Ou peut-être un canal baissier qui pourrait durer un petit peu pour revenir dans cette zone-là, et éventuellement derrière tout casser par l'eau. Voilà, grosso modo, ce qu'on peut jouer sur Alstom. Ipsos, alors je suis partagé, parce que la config est belle, mais on n'a pas touché un support que j'attends. C'est-à-dire que Ipsos, voilà, nous on voulait jouer ici la cassure pour aller jouer l'espèce d'épaule tête et épaule cassée. Donc trade qui n'a pas été déclenché pour le coup sur MTT. Mais ce qui me gêne un petit peu, voilà, ce qui me gêne, c'est que j'ai cette zone-là, voilà, que j'attends. Et cette zone-là, voilà, c'est cette zone-là qui pourrait vraiment m'intéresser. Donc c'est la zone des 32 et des bananes. Hein. D'ailleurs, je vais tout effacer là. Hop, 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 hop. Voilà, on fait un peu le ménage. Ça fait du bien de temps en temps. Voilà, donc j'ai pas grand-chose sur Ipsos pour moi. Soit, effectivement, on arrive à se débarrasser des 46,24 €. Et à ce moment-là, vous pouvez valider le scénario d'épaule, tête et épaule inversée. Pourquoi pas. Mais, idéalement, je préférerais pour le ratio gain-risque qu'on ait une continuation de la baisse pour revenir dans cette zone-là et avoir un signal de retournement dans cette zone-là. C'est ce que je privilégie. Donc, ça serait une zone à la fois pour du trading et à la fois pour de l'investissement. Voilà, les deux zones sont globalement ici. Pernod, c'est d'une tristesse incroyable, hein, Pernod. Grande tristesse. C'est un titre qui... voilà, on est toujours sous l'oblique et ça continue de baisser. Alors, le momentum baissier ralentit un petit peu, mais c'est tout, quoi. Donc il y a vraiment pas grand chose. On est dans cette espèce de figure. Ceux qui veulent investir, la zone qui avait été touchée d'ailleurs au mois d'avril, elle est là. 82 €. Et après, il y en a une dernière qui est là. Hein, 41 €. Donc voilà un petit peu. Tant que vous cassez pas l'oblique ici en rouge par le haut, à mon sens, il n'y a pas de signal de retournement clair en swing à attendre. Vetoquinol. Alors, j'avais, il y a un moment, indiqué la zone, vous vous souvenez, que j'attends. Elle est là, elle est toujours là. Et là, ça dit qu'on dit, ah, t'as loupé la zone. Quand il y avait ce gros chandelier, t'as loupé la zone. Ha 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 ha. C'est toujours la même chose. Bon, et puis, eh bien, Vetoquinol est plus basse aujourd'hui, désormais, que, effectivement, ce chandelier. La zone que j'attends, c'est toujours la même pour de l'investissement. C'est une action qui m'intéresse. Mais c'est cette zone-là qui m'intéresse pour de l'investissement. À partir du moment où on va casser ce bas-là, je vais m'intéresser à Vetoquinol. À partir du moment où on va passer sous les 63 €, je vais m'intéresser à Vetoquinol. Si ce n'est pas le cas, et si Vetoquinol décide finalement de faire ce mouvement-là, hop, et de faire ça, bravo à ceux qui l'auront anticipé. Mais c'est pas ce que je souhaite. Ce que je souhaite, la carte mentale que j'ai, c'est plutôt quelque chose comme ça.
un signal de retournement. Un peu à l'image de, si vous vous souvenez de cette configuration de Sword, vous vous souvenez Sword? On l'a vu sur les précédentes vidéos, bah, c'est une configuration qui se ressemble beaucoup, et ça avait bien réussi d'ailleurs sur Sword. Donc voilà, encore une fois, ça réussira, ça ne réussira pas, ça j'en sais rien, mais c'est clairement ça que je joue. Ok? Lectra, alors Lectra c'est pas mal. Lectra c'est pas mal, voilà. Ça ressemble beaucoup également à ce genre de choses. Elle a bien rebondi là cette semaine, bien rebondi. Voilà. Alors bien rebondi, tout est relatif, hein, elle a rebondi de 5%. Hein. Mais elle a quand même réagi sur le bas. Donc il y a deux possibilités selon votre profil. Soit vous êtes investisseur et vous souhaitez investir dans Lectra et à ce moment-là, je pense qu'effectivement, on est sur une première zone. La deuxième, ce sera aux alentours des 20 et la dernière sera aux alentours des 13. Donc voilà, vous pouvez faire un tiers, par exemple. Deuxième possibilité, c'est attendre tout simplement que le momentum revienne, c'est-à-dire le dépassement ici, la cassure des 25,20 €. Cassez les 25,20 €, vous avez un signal d'achat pour pouvoir jouer le retour ici et éventuellement anticiper une cassure plus tard. Ok, voilà pour Lectra. La config est pas mal du tout sur Lectra. Veolia, la config est pas mal aussi, mais c'est une config de long terme qui est pas mal. Je vais vous la mettre en mensuel. Voilà, elle est là. Donc, bah, on l'avait déjà vu hein, précédemment. Donc on est toujours sur les mêmes scénarios, deux scénarios potentiels. On est dans la construction de figures. Soit on arrive à se débarrasser des 33 € en les cassant à la hausse, et à ce moment-là, vous pouvez avoir une exponentielle comme ça qui se déclenche. Soit on casse l'oblique ici en pointillé noir, et là l'objectif c'est de retrouver ici la moyenne mobile à 200 mois, c'est-à-dire aux alentours des 22-23 € pour achat sur repli. Voilà, le scénario il est assez facile pour moi sur Veolia, les scénarios sont assez faciles pour moi sur Veolia. Vivendi, donc Vivendi, alors c'est un trade qu'on a pris nous sur le salon, c'était un échec d'ailleurs malheureusement. Alors je trouve que le graphe est vraiment pas mal. Voilà, là aussi on est sur une espèce de tentative, hop là, voilà, une espèce de tentative de cassure. Donc ça ressemble un tout petit peu à Veolia aussi, ou à ArcelorMittal, ou toutes ces valeurs. Donc éventuellement il faut casser le range par le haut. Donc nous c'est ce qu'on avait anticipé, mais on s'est fait sortir sur stop. Donc on avait anticipé en jouant voilà la cassure. Voilà, comme d'habitude je vous montre ce qui marche pas. Comme ça bah, vous voyez aussi que bah, c'est la bourse, hein, c'est le trading. Quand on fait des stratégies, il y a des choses qui marchent bien, des choses qui marchent moins bien. Et donc éventuellement on avait tenté au-dessus des 2,94 €. Et on s'est fait sortir sur la bougie d'avant-hier. Donc ici à moins 1,33. Donc c'est vraiment un tout petit stop, hein, ça coûte vraiment rien. Par contre moi ce que je jouais c'était ça. Donc c'est pas encore mort, hein, mais ce que je voulais anticiper, c'est avoir de la marge pour pouvoir anticiper ici le break et la spéculation. Donc, encore une fois, c'est pas encore mort. Voilà. C'est juste que c'est peut-être pas pour tout de suite. Peut-être que cette figure, elle est plutôt comme ça. Donc on va la suivre, Vivendi, et voir si éventuellement, là aussi, peut-être à suivre la semaine prochaine, éventuellement, on a un break avec une congestion pour jouer ce mouvement-là, et après, un petit peu plus, si affinité. Viridien, donc là par contre Viridien, on est sorti du trade, mais c'est un trade qui a plutôt bien marché sur le salon. Donc je l'avais présenté, on fait le suivi. Donc on avait pris la cassure ici, dans un premier temps, et le stop était, je sais plus, le stop était par là. Donc dans un premier temps, on a été en drawdown, hein, c'était 5 ou 6% je crois de drawdown, voilà, 5,58. On a tenu le plan, et derrière, ça a quand même breaké par le haut. Heureusement, bon, le contexte a aidé, hein, clairement. Et donc, on est sorti hier sur la bougie, donc le gain est plutôt pas mal, plus 9,42. Donc, à voir maintenant la consolidation intermédiaire, là aussi à l'image de, je sais plus quelle action, dont on parlait tout à l'heure, de Morel. À l'image de Morel, voir un petit peu, selon le contexte aussi géopolitique, si éventuellement il n'y a pas une congestion qui s'opère ici, et à ce moment-là, on joue la cassure, et on va chercher, il y a des niveaux ici de gap, il y a un niveau ici de gap aussi, bon, il y a pas mal de choses potentiellement à viser, donc c'est pas encore mort, mais pour moi, la première prise de bénéfice, en tout cas, elle a eu lieu sur Viridien. Bon, LTBG, tout le monde la veut celle-là. Tout le monde la veut celle-là.
ALTBG, ben, pour le moment, ça continue. Hein. Donc, depuis, nous, on avait pris la cassure, je crois que c'était en par là. Donc, ça ne cesse de continuer. Est-ce que c'est une anomalie spéculative? Je pense que la réponse est oui. Maintenant, le trend est magnifique. Donc, vous n'avez pas trop de questions à vous poser hein, au-delà de ça. Voilà. Le trend est magnifique. Et là, si je suis parfaitement honnête et pas biaisé, là, ce que je vois, c'est à nouveau le départ, potentiellement, d'une structure corrective. De continuation, donc. Donc, tant que vous êtes au-dessus de cette oblique ici en bleu, c'est plutôt pas mal. Et là, on voit, on commence à construire. On a un double top qui est en train de se former. Donc là, on peut très bien avoir une réduction de volatilité. Si c'est ce qu'on a et qu'on a une cassure par le haut, et bien derrière, de la continuation. Ok. Mais n'oubliez pas que vous devez absolument remonter au fur et à mesure vos invalidations. Pour moi, maintenant, l'invalidation, elle est là. Si la LTBG repasse sous les 4,28, attention. Attention. Vous pouvez avoir des retournements très violents. Mais, à ce stade, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. On est sur un truc méga bullish. Voilà. Donc oui, effectivement, ça commence un peu à tousser, hein, normal, hein, voilà le trend qu'on a fait. Mais pour le moment, c'est méga bullish. On est au-dessus de la M10 hebdo, on est au-dessus de la M10 mensuelle, on est, je crois, au-dessus de la M10 journalière. Donc, si ce n'est la crainte d'avoir une valorisation excessive, il n'y a pas, aujourd'hui, de raison particulière d'avoir peur du trend de The Blockchain Group. Ok ? Mais voilà, maintenant il faut attendre la construction, avoir un setup d'entrée, jouer la cassure avec un stop qui nous offre un ratio gain-risque intéressant. La déception aussi, il y en a eu des déceptions hein, cette semaine. Grosse déception, c'est Rémi Cointreau. Hein. Rémi Cointreau, on s'était quitté la semaine dernière avec, souvenez-vous, donc, je refais un petit peu l'antériorité, hop, je nettoie un petit peu tout ça. Donc là, nous, moi je voulais même acheter au-dessus des 51,80 €. Ça n'a jamais eu lieu, malheureusement. Bref. Mais voilà, il y avait des choses positives. Il y avait déjà cette oblique. Donc ça, c'était pas mal. Donc on a eu la cassure. D'ailleurs, là, on a fait un pullback. Donc visiblement, c'est bien une zone technique que le marché voit comme moi. Voilà. Derrière, on a eu effectivement la mise en place de la collision et une tentative de break. Derrière, on revient en arrière. Et on revient tout de suite tester les supports. Donc ça, c'est plutôt moyen. Maintenant, il faut tenir, comme beaucoup d'actions ici. C'est mort. Si on passe sous les 43 €, c'est mort. Enfin, c'est mort. C'est en grande difficulté, et là, il faudra faire attention. C'est pas encore tout à fait mort. D'accord ? C'est pas encore tout à fait mort. D'ailleurs, si on veut tracer un petit peu mieux que ce que je traçais dernièrement, il faut ajuster. Hein. N'ayez pas peur d'ajuster. Hein. Mettez votre ego de côté. Hein. Je veux dire, c'est pas parce qu'on trace un trait là et que le marché finalement il nous fait ajuster qu'on est un mauvais analyste. Hein. Un mauvais analyste, c'est un analyste têtu. N'oubliez jamais ça. Mauvais analyste, c'est un analyste têtu. Ne soyez pas têtu. N'ayez pas d'ego. Le marché nous montre autre chose. On modifie nos supports, nos résistances. Il y a peut-être des supports, il faut comprendre que le graphique n'avance pas très vite. Surtout un graphique journalier, par définition, il y a une bougie par jour, donc c'est pas beaucoup. Donc il faut avoir l'humilité de se dire que peut-être que le scénario va être différent. Donc c'est pas mort, mais oui, c'est quand même une déception. Je peux pas vous dire le contraire, puisque, voilà, comme par exemple, le graphique est différent, mais le sens est similaire, comme un graphique de téléperformance par exemple, où vous voyez, vous avez une grosse tendance baissière, bon, on a un momentum baissier qui se calme, on a une première cassure par le haut, on revient tout de suite sur les résistances, et les résistances sont vendues comme des sauvages, donc le haut de la figure est vendu, et on retrouve tout de suite le bas de la figure. Donc ça, c'est plutôt moins bien. Ok ? J'accélère parce que mine de rien le temps passe assez rapidement. Virbac pour moi c'est toujours vraiment pas mal, toujours intéressant. On en avait beaucoup parlé, hein, souvenez-vous de Virbac. Je vous avais proposé un achat au-dessus des 300, donc c'est toujours pas mal. La congestion, on casse par le haut, on fait le pullback et là éventuellement on relance. On pourra encore valider au-dessus des 335 €. 50, donc pour moi c'est quand même hyper positif. Paro, le graphique est pas mal, donc c'est les drones, hein, donc évidemment on est pas mal
malheureusement concernés vu l'actualité, mais voilà, on a des consolidations, des congestions. Donc nous sur le salon on avait proposé l'achat à l'issue de cette congestion au-dessus, donc le titre a pris 16 et quelques pourcents, donc ça c'était plutôt pas mal, 16 piles même, donc c'est plutôt pas mal. On a eu donc le repli, et là on a à nouveau une congestion intermédiaire qu'il va falloir suivre les amis, donc voilà, ça peut faire office aussi dans un portefeuille de valeur défensive. Alors attention, c'est pas très liquide, ça reste quand même une action, voilà, il n'y a pas forcément des fondamentaux exceptionnels, mais voilà, pour jouer un petit peu de spéculation, ça peut éventuellement se tenter la semaine prochaine, même si je serai peut-être pas là pour vous en parler. Et Ramé, là par contre c'est toujours négatif, là on avait d'ailleurs tenté un achat au-dessus, vous voyez, des 52 €, donc c'est négatif. Mais bon, de toute façon, franchement, c'était pas le trade du siècle. C'est plutôt pour jouer la relance qui a jamais eu lieu. C'est pas terrible. Voilà, c'est un graphe qui se dégrade, à mon sens. Donc, d'ailleurs, je vais tout effacer. Voilà, c'est un graphe qui se dégrade. Vous avez éventuellement une zone ici de support long terme. Donc franchement, là, au point où on en est, je me demande si on n'est pas tout simplement en train de faire ça, et on verra éventuellement si ici on peut jouer un retournement. Donc Eramé pour moi sur le côté. Nikon qui nous a fait plaisir cette semaine, on en avait parlé la semaine dernière, puisqu'elle est revenue, on avait parlé de cette résistance ici, on est revenu la toucher. Donc voilà, plutôt pas mal. Donc c'est vendu dans un premier temps, mais c'est pas mort. Là aussi, c'est pas mort. Il faut comprendre que voilà, ceux qui ont pris la congestion ici, qui ont joué à un décalage, ils ont eu droit à un décalage peut-être de 25%. À un moment donné, ils ont envie de prendre des bénéfices. Ça se comprend. Maintenant, c'est pas mort et il faut regarder comment va réagir le cours. Et si on a une belle congestion par là, on peut jouer la cassure, et à ce moment-là, on verra les objectifs en suivant. Celle qui nous a régalé également, c'est SES, donc on en avait beaucoup parlé, bon nous sur MTT, mais j'avais également partagé un peu plus tardivement, je l'avoue, avec vous, notamment la semaine dernière. Donc voilà, la cassure et une belle accélération. Voilà, on avait parlé de la résistance oblique ici, la petite figure, la grande figure, pardon, la petite figure, la cassure, la toute petite figure, et derrière, congestion, voilà, le classique, hein, le classique. On avait même eu le droit au faux breakout, hein, voilà, le setup parfait. Là pour le coup, voilà, réduction des volumes, réduction de la volatilité, et derrière, paf, on pète par le haut. Donc derrière, c'est une belle accélération de 10, 15, 20%. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Premier objectif, on y est presque, hein, c'est les 6 € et quelques, et on verra plus tard. Fugro, qui commence petit à petit vraiment à se mettre très bien, donc très belle congestion, titre qu'il va falloir suivre également la semaine prochaine. Bon, le plan, hein, maintenant il est assez simple, hein, vous le voyez tous, hein, le plan il est assez facile, donc au-dessus des 11,84, l'invalidation si vous êtes agressif, pardon, elle est ici aux alentours des 11,27, ou alors aux alentours des sous les 11 grosso modo. Qu'est-ce que vous allez viser? Je pense qu'on peut raisonnablement viser un retour sur cette zone là, et éventuellement après vous irez chercher MM200 en remontant et en accompagnement avec le stop comme d'habitude. VK Valourec qui pour moi, oui effectivement s'est redressé, mais je ne suis pas encore convaincu par Valourec, car pour moi ce que j'attends désormais c'est le support oblique ici. Donc ce que j'aimerais beaucoup voir moi sur Valourec, alors si on dépasse les 15,89 €, ok, mais je pense qu'on va encore faire un petit tour vers le sud sur Valourec, du moins c'est ce que je souhaite, pour avoir un point d'entrée vraiment super cool. Ça m'intéresse, hein, Valourec, hein, ça m'intéresse. Donc ce que j'espère moi, c'est que voilà, on va casser ça une dernière fois par le bas, tester cette zone-là, et là faire un retournement. Voilà ce que j'espère. Maintenant, si on passe directement au-dessus des 15,90 €, à ce moment-là, effectivement, ça pourra être intéressant de jouer un petit côté spécu. On passe aux États-Unis avec Cellforce. Donc Cellforce, c'est là où c'est intéressant, c'est le graphique hebdo. Donc voilà, on est ici. Donc il y a deux hypothèses de travail. Donc moi ça fait un moment, souvenez-vous, hein, je vous disais Cellforce c'est plus le moment d'y investir. Donc éventuellement peut-être un repli ici, mais la grosse zone pour moi elle est là, hein, de long terme. Donc on n'y est pas encore, mais voilà, éventuellement ceux qui veulent absolument acheter du Cellforce, bon, vous avez peut-être effectivement une structure en train de se dessiner ici, donc éventuellement cassure par le haut pour pouvoir tenter quelque chose au niveau de cette
cette structure corrective hein, sur Salesforce. Quantum Computing, donc ouais, le graphe est canon. Elle est là. Le graphe est canon, était canon. Il y avait une super zone ici. Hop là, zone de congestion. Derrière, ça a cassé par le haut. Donc, j'ai pas grand chose à dire. Éventuellement, suivre et surveiller si on a là encore une structure corrective par là pour pouvoir retenter la cassure. Donc, c'est bullish. Hein. C'est bullish. Il y a rien à dire. Mais bon, ouais, il faut attendre un point d'entrée. Pour le moment, à ce stade, j'en ai pas. IMS. Donc, elle, magnifique également. Et voilà. Ben là, voilà. Le graphe ressemble un petit peu d'ailleurs étrangement à celui de Quantum. Ce qui est intéressant, c'est la congestion là qui est en train de s'opérer hein, aussi. Hein. Donc voilà. Hop là, pardonnez-moi. Belle congestion là qui est en train de s'opérer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Si vous voyez éventuellement que on fait une petite congestion supplémentaire par là, on peut jouer une cassure supplémentaire. Ok? Donc ouais, le graphe est vraiment pas mal. Tout ceci, il vous faut un point d'invalidation. Le point d'invalidation, il est sous les 49 $. À quelque chose près. Voilà un petit peu pour IMS. AMD, toujours méga positif. On avait parlé bien sûr du repli au mois d'avril, qui était ici, souvenez-vous, le support oblique, hein, donc la zone des 80. Donc derrière, je vous avais dit, l'objectif c'est de revenir sur le haut de la figure. Donc c'est un rebond, c'est pareil, hein, c'est un rebond quand même de 60%. Et vous avez dit, le scénario c'est revenir s'appuyer et faire la congestion. Ben c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on a fait, pullback, congestion. Donc plutôt pas mal à ce stade. Il faut continuer à suivre AMD. Donc voilà pour AMD, donc Digital Turbine, donc c'est bien repris, on l'a suivi pas mal, Digital Turbine, elle n'est pas là? Si, la voici, la voilà, donc elle a explosé. Hein. Donc souvenez-vous, on avait parlé de cette épaule tête, on avait parlé déjà ici à la cassure, hein, avec la congestion, souvenez-vous. Il y a eu du chemin hein, depuis, hein, vous reprenez, ça doit être la vidéo du 3 janvier, donc début d'année. Alors, regardez un peu la progression du titre, hein. 300%, il y a cause à ce qu'on voit ça, ou sur Blockchain Group. Donc voilà, bon derrière, le push énorme, la congestion, l'épaule tête et épaule inversée, qui a super bien fonctionné, petite congestion, voilà. Bon là, il n'y a plus grand chose à faire hein. Sur Digital Turbine, il faut attendre tranquillement, éventuellement une mise en place d'une nouvelle congestion pour ensuite tenter la cassure par le haut. Donc une qui nous a fait plaisir, je le sais, c'est Coinbase, donc on en parlait pas mal, voilà, cette congestion, on l'attendait, donc voilà, bah, tout a été, voilà, jour en mois, hein, le plan, voilà, ça c'est ça qui est intéressant si vous voulez, c'est-à-dire que, comme je le dis souvent, suivre des personnes qui vous disent ça va monter, ça va baisser, ça n'a pas énormément finalement d'intérêt. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de faire des plans et de voir un peu la suite. Voilà. Et c'est pas parce qu'un plan échoue que c'est un mauvais plan, encore une fois. Et donc, ce qu'on disait, c'était au-dessus, éventuellement, des 262 € à renforcer au-dessus de 265. Il y aura un signal d'achat pour viser dans un premier temps 304. On y est quasiment. Donc, ceux qui ont pris le signal d'achat, vous remontez, alors prise de bénéfice potentiellement si vous voulez, et vous remontez votre stop au prix d'achat. Les outils sont toujours les mêmes, donc oui j'ai été peut-être un peu ambitieux, mais voilà, pour moi le premier TP grosso modo il est là, et éventuellement le deuxième TP sur Coinbase il est là. Nvidia, ben, on a toujours le reliquat, et elle tient toujours, hein, c'est solide, voilà, on est désormais à 5% des plus hauts historiques. Sur Nvidia, donc oui, il y a effectivement ce bisou ascendant qu'il va falloir surveiller, mais à ce stade, j'ai rien du tout. Invalidation, potentiellement, court terme, sous les 140 $. Donc voilà, pour Nvidia, le titre à suivre. Ah, c'est le... Oui, petit titre, alors bon, c'est difficile hein, de trouver des idées, mais pourquoi pas, c'est Sequana, médical, donc c'est très spéculatif, c'est une action grosse tendance baissière, une action belge, donc regardez la grosse congestion, triple top, donc au-dessus des 1,05 €, regardez les volumes, voilà, il n'y a plus de volume, donc potentiellement, faites attention à la taille de position, il y a 317 000 € échangés en moyenne, donc c'est pas hyper liquide, faites gaffe à ça.
Mais oui, voilà, une fois qu'on a dit tout ça et une fois qu'on a dit et qu'on a donné toutes les précautions d'usage, vous pouvez avoir un petit break haussier au-dessus des 1,05€ sur Sequana Medical. Et enfin, le screener Trend Following, eh bien, il est là. Donc vous pouvez bien sûr faire une capture d'écran et aller privilégier les signaux d'achat sur ces valeurs-là, qui sont des valeurs qui ont des flux haussiers de moyen et de long terme. Pour celles et ceux qui veulent avoir le détail du screener, voire même peut-être l'améliorer, le modifier, le mettre à votre sauce, tout est disponible sur l'espace membre sur le site lepodcastdelabourse.fr. C'est un espace totalement gratuit. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Je rappelle que vous avez pas mal d'actualités à recevoir la semaine prochaine. Vous aurez donc la lettre institutionnelle, la lettre mensuelle écrite par des professionnels aux investisseurs, un rapport de 44 pages. Ce sera mercredi. Vous aurez, je pense que ce sera ce dimanche, vous aurez le fameux tuto pour ouvrir un compte chez Bitvavo. Le tuto dure au moins 5 minutes. Donc vous allez voir, c'est hyper simple. Il y en a beaucoup qui me l'ont demandé. Ben, au moins, vous pourrez voir en réel ce que cela donne. Et donc voilà, c'est les vacances pour moi. Il y aura la vidéo des US, pas le week-end prochain, encore une fois, le vendredi 4 juillet de mémoire. Et voilà, donc je vous laisse, on va dire, quelques jours, probablement 1 à 2 semaines, pour ma part, me reposer un peu. Je vous souhaite, pour celles et ceux qui ont la chance de partir en vacances, de très bonnes vacances. Soyez prudents, restez prudents globalement sur les marchés. Et puis, de toute façon, on se verra quand même un petit peu sur les réseaux. Je passerai pour publier quand même quelques trucs. C'est difficile de décrocher totalement de sa passion. Donc voilà, merci en tout cas pour votre soutien, merci pour ce premier semestre qui a été agité, mais on a appris tellement de choses. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et puis on se retrouve très bientôt sur les réseaux. À plus, ciao.